Coucou mon pompon. Nous voici repartis pour le royaume des vilaines avec la monarque la plus injonctive de l'univers, j'ai nommé la reine de cœur. Ah bah dis, j'ai pas commencé depuis 2 phrases que je suis déjà obligée d'ouvrir une parenthèse. Oi, eh ben accroche-toi pom-pom, c'est pas où ça va nous mener encore cette histoire. Mais je te jure Catchy, j'essaye de pas digresser, mais là y a pas moyen que je laisse passer. Je viens de m'aviser, figure-toi, que Word me souligne en bleu la monarque. Ben v'là autre chose que je me dis à l'intérieur de moi-même. Monarque, ça se finit par un E. Ça doit être la même forme pour les 2 genres du coup, comme le ministre, la gréviste, le gréviste. Dans les dico en ligne, tu as bien même terme pour masculin et féminin. But in the Larousse, où ce qu'on speak French very well, eh ben c'est marqué non masculin dit. Ben ça m'a déclenché une bébé crise d'obsession. Je viens donc d'aller vérifier à roi et reine. Eh bien, comme je le pressentais, la 2e entrée pour reine, c'est femme du roi, alors que cette fonction n'existe même pas dans la définition du roi. Notez également que tyran, dictateur, il n'y a pas de féminin. Et pourtant, dès qu'une femme est représentée au pouvoir, bim, c'est l'autoritarisme à gogo. Écoutez, bon, zut à la fin. Oh Captain Sophro, vous avez encore la grosse veine qui est revenue là sur votre front. Tu as raison mon pompon. Hop, j'inspire. J'expire. Je me recentre. Voilà. Alors, je ne te cache pas que j'ai un rapport assez peu apaisé avec tout l'univers d'Alice au pays des merveilles. En ce qui concerne l'œuvre littéraire, j'adore l'idée du passage de l'autre côté du miroir, la symbolique, la critique sociale, j'apprécie la fantaisie poétique. Mais je suis aussi très mal à l'aise avec le bazar. Il y a comme un petit souffle désagréable qui me parcourt le dos, tu vois. C'est la même chose quand je regarde Léon, le film de Besson. Il y a plein de trucs bien classe, mais at the end of the day, ça reste une histoire d'adulte obsédé par une enfant. Ça me fait froid, écoutez. En dehors de ça, les versions ciné sont quand même pas mal psychédéliques. Je veux pas savoir ce qu'il y avait dans le thé du chapelier, la pipe de la chenille ou le space cake d'Alice elle-même, mais je crois que c'était chargé. Je t'encourage vivement, jeune pompon, à aller écouter White Rabbit des Jefferson Airplane, déjà parce que c'est un super classique, et aussi parce que tout est dit. J'ai passé mon tour, je te l'avoue, sur Tim Burton. En vrai, je suis fâchée avec lui. Bon, lui, il le sait pas, mais moi, je boude. Et ce, depuis Sleepy Hollow. J'ai quitté le navire avant la plupart des fans, mais que de déceptions m'ont donné raison ensuite, hélas. J'évoquerai tout de même l'interprétation d'Helena Bonham Carter dans cet épisode, car j'ai malgré tout bouffé de l'extrait à gogo. Mais bon, clairement, en termes de représentation de ce personnage, je vais principalement me fonder sur celle de Disney. Alors, quid de la reine de cœur ? Quelle antagoniste est-elle ? Quel désir sombre serpente dans son cœur de reine pour lui faire ourdir les plans les plus funestes ? Si on en croit le jeu officiel Villainous, que je te conseille au passage, petit pompon joueur, c'est très cool, le projet ultime de cette vilaine, c'est de gagner une partie de croquet. V'là le danger. Et oui, mon pompon, dans Alice, on n'est pas vraiment dans des configurations gentil-méchant bien nettes. Tout le monde finit par causer des ennuis à la gosse déjà, sympa ou pas. Et la reine de ce royaume de loustiques à un brin de junkie sur les bords n'échappe pas à cette règle, ou plutôt à cette non-règle. Ça y est, ça fait tout un tas de nœuds dans les capes du cerveau. C'est le merdier un peu là-dedans quand même, faudrait que je range un de ces quatre. Toujours est-il que la reine de cœur, que fait-elle avec Alice ? Elle l'accueille d'abord.
comme partenaire de jeu digne de la cour chez Disney et même chez Burton comme réfugiée monstrueuse. Alice vient d'avoir un excès de croissance dû à une part de gâteau de l'espace et se fait passer pour une fille à la taille hors norme et moquée par sa contrée. Burton a fait de la reine une donneuse d'asile à toute personne rejetée pour son physique, ayant elle-même tant souffert de la taille disproportionnée de sa tête. C'est donc la fête aux faux nez, aux oreilles géantes en latex chez les courtisans qui veulent s'attirer la sympathie de la monarque. Et tu vas faire quoi, la rousse, avec tes petites pages là? Toujours est-il que le premier move de ce personnage est tout à fait courtois et même presque amical envers notre héroïne. En revanche, comme nous l'avions déjà vu avec le capitaine Crochet dans ce pays des merveilles où toutes les normes semblent sans dessus-dessous, c'est l'antagoniste qui incarne le code social, le respect de l'étiquette, le monde des adultes sérieux, en somme. Ce même monde réel qu'Alice a fui, tout comme Peter Pan. Or, cette reine, qui aspire à l'élégance anglaise du tea time, sur quoi règne-t-elle? Eh ben, un univers de sale gosse dans lequel un chat chelou monte sur ses fesses et montre les dessous de la reine à toute la cour. Franchement, si on se met 2 minutes à sa place à elle, mais c'est vrai que ça se fait pas. C'est Alice qui va apparaître comme la coupable idéale. Mais même lorsque les choses vont mal tourner, c'est davantage l'habitude de la reine à trancher des têtes à la chaîne comme une guillotine en pleine terreur qui va s'exprimer, plutôt qu'une véritable haine contre Alice. Elle écoute tout de même la voix du roi qui lui suggère un procès dans les règles. Enfin, quelle méchante ayant déjà les pleins pouvoirs écouterait son petit sidekick comique pour se laisser freiner dans son autorité et son désir? Aucun. C'est bien la preuve que, même si pour Alice évidemment l'enjeu est crucial, pour elle, la reine, cette tête ou une autre, peu importe. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, voilà une vilaine qui a déjà réussi. Elle est déjà reine, déjà riche, déjà crainte. On dirait presque un conte d'après le « Ils vécurent heureux », mais version méchant. Que lui reste-t-il d'autre à désirer, en effet, que de gagner ses sempiternelles parties de croquet? Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les autres méchantes Disney dont nous avons déjà parlé lors de l'épisode consacré à Cruella. Elle aussi fait les frais des mêmes ressorts comiques liés au physique. Nous venons de le voir avec le mauvais tour du chat, qu'il est facile de rire de la reine et de son gigantesque boum-boum. La reine de cœur n'a rien d'une princesse. Hirsute, sous une couronne trop petite pour sa tête, ses traits sont plutôt épais, sa bouche est immense et ses lèvres invisibles. Elle est trop grande, trop ronde, en somme, pas assez féminine. Note bien l'ironie avec laquelle j'utilise ce terme, mon pompon. Lorsqu'elle n'est pas en colère, elle adopte pourtant des gestes extrêmement délicats pour relever les pans de sa robe, montrer comment faire la révérence à Alice, se servir de son sceptre-cœur comme d'un petit éventail. Mais tout cela est tourné au ridicule par le dessin et l'animation, comme si on la montrait en train d'imiter grossièrement une princesse, alors qu'elle est reine. Tout ceci est bien évidemment renforcé par le contraste avec son époux, sympathique petit bonhomme, vraiment tout petit, tout gentil, à la couronne bien trop grande et à la voix timide. Il est tellement insipide, le pauvre, que même le héros royal, en la personne du lapin blanc, oublie de l'annoncer. « Oh oui, mais c'est pas de sa faute, Captain Sophro, c'est la vilaine reine qui le presse toujours, alors il fait des étourderies après, c'est normal. » J'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait partial sur ce coup-là, mon pompon. Je vois ce que tu veux dire, mais même quand il l'annonce, c'est sur un ton très méprisant. « Ah oui, et le roi !» À croire qu'on ne respecte que la peur dans ce pays. C'est d'ailleurs une des répliques d'Helena Bonham Carter. « Far better to be feared than loved. » La reine n'a d'autre choix que d'être cassante, intransigeante et capricieuse. Elle n'a d'autre choix que d'essayer de tenir son rang et de donner un semblant d'allure royale à la cour. Elle aime l'ordre,
l'alignement des arceaux au croquet, l'uniformité des couleurs dans ses buissons, elle est l'unique garante de la bonne tenue du royaume. Bon, non mais ok, elle est étrangement sadique aussi, puisqu'elle passe son temps à se servir de flamands comme de maillets et de petits hérissons mignons en guise de boule, et ça, j'avoue mon pompon, c'est vraiment très vilain. La reine de cœur, c'est quand même la championne toute catégorie de la phrase injonctive. Elle ne fait qu'ordonner. Même lorsqu'elle se veut aimable, c'est l'impératif qui sort en premier. Tout est par ordre de la reine. Et que dire surtout de son célèbre emploi du subjonctif de majesté « Qu'on lui coupe la tête !» Cette exclamation tient d'ailleurs presque plus du tic de langage que de la réelle volonté. C'est la seule réponse disponible pour gérer n'importe quelle contrariété. Quelqu'un rit, pleure, oublie, casse, pète, qu'on lui coupe la tête. Voilà encore un très joli carcan réservé aux méchantes au féminin chez Disney, mais pas que, hélas, l'hystérie. On dit histrionisme aujourd'hui, en principe, parce que hystère se rapporte à l'utérus, comme dans hystérectomie par exemple, ou Francis Hystère. Ouais, elle est bien bonne celle-là. Je savais que ça te plairait, Kachi. Je ne l'ai faite que pour toi. Bon, du coup, dès qu'elle se met en colère, la reine de cœur, elle fait une vraie crise d'hystérie. Ah non, j'invente rien. C'est clairement marqué comme ça sur les cartes du jeu Villainous dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ces colères sont d'ailleurs de courte durée. Regardez comme elle s'étonne d'être applaudie par ses troupes après son premier « qu'on lui coupe la tête ». Elle sourit et semble toute réjouie d'être ainsi acclamée. N'aurait-elle pas finalement, comme l'a interprété Burton, un terrible besoin d'être aimée bien plus que crainte, contrairement à ce qu'elle prétend? Elle semble complètement enferrée dans son gimmick, qu'on lui coupe la tête, qui semble complètement vidé de tout sens. On dirait qu'elle fonctionne comme un disque rayé, qu'elle répète quelque chose qu'elle doit dire sans jamais parvenir à rien accomplir. Comme tu le sais peut-être, mon pompon, les cartes à jouer ont des symboliques et aussi des noms pour les différentes figures. Le cœur, c'est bien sûr les émotions, les sentiments, c'est la coupe au tarot, mais aussi le clergé, ceux qui représentent la religion en somme. Et la reine de cœur, c'est Judith, une héroïne de la Bible, qui sauve son peuple en décapitant le général ennemi. Ah ça! Voilà que notre vilaine tente à tout prix d'accomplir son destin pour gagner l'amour des siens. Voilà qui nous ramène à une remarque déjà faite à propos du capitaine Crochet dont j'étais reparlé tout à l'heure. La reine de cœur est le fruit de l'imaginaire d'Alice. Elle incarne toute la rigueur de l'étiquette qu'elle déteste, elle surjoue le ridicule des adultes, elle est l'ordre social qui impose les cases étroites auxquelles la jeune Alice refuse de se conformer, mais elle n'est aussi qu'un patchwork tiré des connaissances de la jeune fille. Ce qu'elle a appris, de son oreille plus que distraite, elle l'insuffle dans ses personnages, et ainsi ne reste à notre reine de cœur que la décapitation pour tout fondement. Écho lointain d'une héroïne, la voilà condamnée à n'être qu'un PNJ en boucle dans un monde virtuel. Qu'on lui coupe la tête! 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 Et nous voici donc encore avec une méchante privée de toute consistance. Un vilain de Disney qui finalement ne vit que dans les rêves des enfants, condamné à être un croque-mitaine, vide de sens et surtout mal aimé. Si la reine, comme Burton le suggère d'ailleurs, avait su prendre un peu plus confiance en elle, gagner en estime, se rendre compte de sa force mentale, de sa solidité, de ses capacités, peut-être, serait-elle devenue moins folle? Aurait-elle moins sombré dans cet autoritarisme incroyable qui vise à couper toutes les têtes du royaume?
Aujourd'hui, bien évidemment, je ne pouvais résister à la facilité de te proposer le deuxième exercice numéroté qui participe donc à la petite série dont je t'ai parlé avec l'épisode précédent sur Tyrion et l'exercice numéro 1 des mains. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'exercice numéro 2 de la tête, évidemment. Quoi d'autre pour notre reine de cœur? C'est un exercice qui répond exactement à ce qui lui manque, qui vise à se rendre compte de la densité, du volume, de la consistance de sa tête. Ça permet de voir à quel point on peut lui faire confiance. Ça permet de se préparer au niveau de sa force mentale. Ça permet aussi de préparer la réparation du métabolisme. Pourquoi pas d'acquérir un meilleur sommeil, ce qui n'aurait pas fait de mal à Alice, là pour le coup, qui elle aussi risque de perdre sa tête. Et puis, ça permet surtout de sentir sa transformation. C'est un exercice qu'on utilise beaucoup pour la toute dernière phase, la phase de clôture, pour un petit peu se rendre compte de la différence de consistance, de la différence de ressenti entre le début de l'accompagnement et la fin. C'est un exercice de relaxation dynamique, donc il est autorisé pour tout le monde. Il se pratique assis, celui-ci, et ma foi, tout le monde peut participer, sauf si tu as des problèmes au cervical, puisqu'il va s'agir de respirer en penchant la tête en arrière 3 fois et de respirer en penchant la tête en avant 3 fois également. Donc en dehors de ce cas de figure où tu aurais des problèmes de cou en ce moment, eh bien si tu as envie de participer, mon pompon, tu es le bienvenu. Comme d'habitude, je t'encourage à te débarrasser de tout ce qui pourrait te gêner et entraver ton confort assis sur ta chaise. Prends le temps de t'installer, d'aller chercher ce qu'il te faut. Et puis prends aussi ce temps pour toi, pour écouter tes ressentis, pour sentir réellement la présence de ta tête et te sentir solide, dense, de bien présumer de ton volume pour gagner en confiance. Si tu es prêt, mon pompon, nous allons pouvoir commencer. Je t'invite tout d'abord à prendre une position confortable sur ta chaise. Je te propose de mettre tes pieds bien à plat sur le sol et à peu près à la largeur des hanches, comme quand on se tient debout habituellement pour commencer les exercices de relaxation dynamique. Essaye de bien coller ton dos contre le dossier de la chaise de manière à te sentir bien soutenu. Mets tes mains sur tes cuisses à plat. Pense à bien laisser les bras reposer, tranquilles, mous. Baisse tes épaules, te l'aurais-je assez dit, et tiens ta tête bien droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et si tu es prêt, tu peux fermer les yeux. Inspire profondément par le nez et penche lentement ta tête en arrière en bloquant ta respiration quelques instants. Ramène ta tête en position droite en soufflant doucement par la bouche. Retrouve une respiration naturelle. Accueille les sensations du mouvement lent de ta tête. Prends conscience du volume de ta tête. Recommence une deuxième fois, inspire profondément par le nez. Penche lentement ta tête en arrière en bloquant ta respiration. Et ramène ta tête en position de départ en soufflant par la bouche. Reprends ta respiration normale. Perçois la pesanteur de ta tête. Prends conscience du poids de ta tête. Je te laisse recommencer une dernière fois, toujours vers l'arrière, à ton rythme.
Reprends une respiration naturelle. Prends le temps d'accueillir l'ensemble de tes ressentis dans le cou, dans l'arrière du crâne. Et prends conscience de la densité de ta tête. On va enchaîner avec l'enchaînement tête en avant. Inspire profondément par le nez et penche doucement ta tête en avant en bloquant ta respiration. Redresse doucement la tête en soufflant par la bouche. Reprends ta respiration normale. Sois attentif ou attentive à toutes tes impressions, aux différences avec les impressions précédentes. Et prends conscience du volume de ton crâne. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez. Penche doucement la tête en avant en bloquant ta respiration. Et redresse doucement ta tête en soufflant par la bouche. Respire à nouveau normalement. Accueille l'ensemble des ressentis dans le cou, dans la tête. Et prends conscience de la présence de ta tête sur tes épaules. Et je te laisse faire une dernière fois tête en avant à ton rythme. Retrouve une respiration naturelle. Accueille l'ensemble de tes ressentis dans la tête, le cou. Et prends conscience de la consistance de ta tête. L'exercice est terminé. Tu peux ouvrir les yeux. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Je te dis à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.